Oui. Merci Frédéric. Mais je dois vous avouer que je me demandais comment en 1 heure j'allais pouvoir faire dialoguer Noël Châtelet et Laure Adler. D'autant que pour Laure Adler, qui a réfléchi sur la vieillesse, mais c'est relativement récent, alors que Noël Châtelet, c'est depuis très 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 longtemps, qui s'est intéressé au corps, à des tas de choses qui renvoient aussi à Colette, la question de l'esthétique, la question de la nourriture, et pas seulement la question de la vieillesse. Et puis, étant donné tous les débats qui nous agitent en ce moment, je pense que vous pensez qu'on va vous parler de la dernière leçon. Sans doute, on va en parler. Et je crois que tout le monde doit lire ce livre parce qu'il me semble, je ne sais pas ce que pense Noël, mais je trouve qu'en ce moment, dans ce débat sur la fin de vie, on parle un peu trop légèrement de tout ça, comme si c'était très simple. Et dans la dernière leçon, on voit que même si on est d'accord pour la démarche de quelqu'un qui a décidé de mourir avant l'heure, entre guillemets, c'est très compliqué, c'est très, très, très douloureux et très compliqué. Alors, on va peut-être pas commencer par là. Et je voudrais surtout qu'on parle aussi longuement d'un livre qui est là et que je vous recommande parce qu'il a été complètement sacrifié, comme d'autres livres, Noël le sait, pas des siens, mais d'autres livres. Tous les livres qui sont sortis pendant la période Covid sont morts-nés. Enfin, c'est une chose absolument abominable. Et s'ils ne sont pas repris en poche, ils sont morts définitivement. Et celui-là n'a pas encore été repris en poche, ce que je trouve vraiment dommageable, parce que c'est une sorte j'allais dire, de mémoire ou d'anti-mémoire dynamique entre soi et soi, et que c'est un livre bilan et qui contient tout ce dont on va parler aujourd'hui. Alors on peut peut-être commencer par ce que vous avez fait au tout départ sur, j'allais dire, la vieillesse heureuse, c'est-à-dire la revendication dans la femme coquelicot du droit à la sexualité à un âge où on dit que ça devrait être passé. Sauf qu'il faudrait parler avant de La Dame en bleu. Eh ben oui, parce que c'est une trilogie. Une trilogie, La Dame en bleu. Parce que c'est en fait une trilogie, La Dame en bleu, oui. La femme coquelicot et la petite au tournesol. Trois couleurs initiatiques qui vont conduire à chaque fois le personnage qui suit cette couleur. Et La Dame en bleu qui précède La femme coquelicot, il faut en parler d'abord parce que ce livre suivait effectivement un autre texte qui m'avait demandé beaucoup de travail, et en particulier dans les hôpitaux, les cliniques, etc., qui était une enquête que j'avais faite dans les milieux de la chirurgie esthétique, que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert ce monde, et j'y suis allée comme, un peu comme un homme des Lumières. Je me donne des fleurs en disant ça, mais ce sont mes modèles, les philosophes des Lumières. J'y suis allée un peu comme on part en voyage dans un pays inconnu. Et là, j'ai découvert la violence que pouvaient représenter, pour les femmes en particulier, dans le monde où nous sommes, des diktats du paraître. Nous sommes dans les sociétés du paraître. Combien la vieillesse est douloureuse à vieillir pour beaucoup de femmes, et une douleur qui les conduit effectivement à passer sur la table d'opération. Et au fond, j'avais une vision un peu superficielle de la chose en me disant, ouais, les femmes qui vont se faire opérer, en fait, elles ne peuvent pas supporter de vieillir, mais quand même, moi, en fait, c'est pas de vieillir qui me fait peur, c'est de ne pas vieillir. Voilà, c'est de mourir avant. Mais j'ai cessé d'avoir ce regard un petit peu moralisateur quand j'ai vu qu'il s'agissait d'une vraie souffrance psychique, alimentée par une société dont la jeunesse, le paraître, la performance sont des valeurs obsessionnelles et suprêmes aussi. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Corps sur mesure, parce qu'il y a eu j'hésite parce qu'il y a eu 2 titres, Corps sur mesure. Et après ce livre, je suis entrée dans une colère noire, Josiane. Et une colère que j'ai payée par mon propre corps. Et on va y revenir d'ailleurs sur ces maladies qui me sont tombées dessus sur mon propre corps à chaque fois que j'abordais une question du corps, en me posant des questions justement un peu tabou, quand j'allais un peu au-delà de ce qu'il aurait fallu dire, etc. Et j'étais tellement en colère que j'ai brûlé dans l'intérieur de mon corps, oui, tout le corps brûlait de rage contre cette société qui rend tant de gens malheureux avec leur apparence. Et
pour calmer cette douleur et cette brûlure morale, intellectuelle, j'ai écrit un livre. Ça me guérit souvent d'écrire des livres. C'est ce qui arrive avec on en parlera. J'ai écrit un livre qui s'appelle La Dame en bleu. Et dans ce livre, qui est un conte philosophique, justement, assez voltairien, je raconte l'histoire d'une dame de 50 ans qui non seulement n'a pas peur de vieillir, mais veut devenir une vieille dame avant l'âge. Voilà. Elle a 50 ans, elle est attachée de presse, elle est toute en rouge, elle est séduisante, elle est sexuellement, c'est une bombe. Et tout à coup, elle croise sur son chemin une vieille dame en bleu qui marche à son rythme et qui empêche tout le monde de passer. Et elle s'identifie à cette vieille dame. Donc, au fond, après ce texte sur la chirurgie esthétique, j'ai décidé de faire un éloge de la vieillesse, un éloge de la lenteur, mais sous une forme particulière que j'appelle le conte philosophique. Les lettres arrivent, c'est important le courrier avec les lecteurs et les lectrices. Et dans ces lettres, il y avait votre dame en bleu, elle me plaît bien, je suis d'accord avec son principe, etc. Mais alors, l'amour, c'est fini? Et je me suis dit, mais non, voyons, qu'est-ce que c'est que ça? Mais elle m'envoie un message. Elle m'envoie un message, cette femme. Mais non, l'amour, c'est pas fini. Et je vais aller voir si c'est pas fini. Et je me suis intéressée à ce moment-là aux amours tardives. Et ça, c'est la femme coquelicot. Voilà. C'est la femme coquelicot, c'est-à-dire que c'est la femme qu'elle rencontre dans la Dame en bleu, qui non seulement va pas rester une vieille dame en bleu, mais tout à coup va passer au rouge. Au rouge de la passion. Au rouge de la passion avec, elle a 75 ans, avec un très beau jeune homme de 85 ans. Qui se trouve être peintre en plus. Voilà. Et avec ce livre, alors là, je me fais un plaisir encore plus grand d'aller titiller la société, là où elle n'aime pas l'être, encore un sujet tabou, sur le fait que la sexualité chez les seniors, comme on les appelle, j'ai horreur de ce nom, si vous m'en trouvez un autre, dites-le moi, chez les aînés, chez les vieux, voilà. Eh ben, elle existe et elle peut être d'ailleurs d'une beauté fracassante. Et j'ai écrit à ce moment-là La femme coquelicot comme au fond une suite de mon combat. Parce qu'au fond, d'un livre à l'autre, Josiane, je suis quand même un écrivain combattant. Hein. Oui, justement. Et puis, il y a le 3e tome de la trilogie, il faut en parler aussi. Absolument. Et donc, ce texte a eu un assez grand retentissement. C'était il y a 25 ou 30 ans. Hein. Oui, 25 ans, je dirais. Et puis, il a été adapté, ce roman, au théâtre par une merveilleuse actrice qui s'appelait Thérèse Roussel. Et elle a joué ce texte sous la forme d'un monologue où elle jouait tous les personnages. Merveilleuse, vraiment merveilleuse. Et on l'a emmené partout, ce texte, où on pouvait, y compris dans les maisons de retraite, pour dire au personnel qui n'avait pas encore compris que cet amour-là des plus âgés existe et qu'il faut les laisser vivre. Elle découvrait, pour certaines. Et quand, partant de cette maison, le lendemain, on apprenait qu'il y avait une demande en mariage dans l'EHPAD, on était content d'avoir fait le chemin. Voilà, Et c'est comme ça que La Dame en bleu existe et qu'elle a été adaptée. La femme coquelicot. La femme coquelicot, oui, pardon. Et il y a un moment dans cette pièce que je trouve admirable. L'actrice qui jouait avait 70 ans quand elle a commencé, elle avait 80 quand elle s'est arrêtée, elle est malheureusement disparue depuis 2 ans. Et il y a un moment où elle est habillée en noir, donc elle se découvre qu'elle est amoureuse parce qu'elle a bu du café depuis 20 ans, puis que tout à coup elle a bu du thé depuis 20 ans et tout à coup elle a une envie folle de café. Parce qu'elle a vu un vieux monsieur dans un café qui lui a destiné sa tasse. Et là, elle se réveille et elle dit « j'ai envie de café ». Et cette envie de café, c'est l'envie du corps. C'est le corps qui lui signale qu'elle est amoureuse. Voilà. Et elle va donc vivre avec cet homme une histoire d'amour et une histoire sexuelle. Et au moment de la grande scène d'amour, j'ai eu
l'intimidation, une de mes intimidations les plus importantes de ma vie. Parce que je me suis dit, si en écrivant cette scène d'amour réelle, hein, concrète, entre cette vieille femme et ce vieux monsieur, et que ça ne marche pas, alors j'arrête. J'arrête d'écrire. Ça a marché. Ça a marché. Et pendant qu'elle jouait donc la scène, elle était derrière un fauteuil, habillée en noir, et tout à coup, la robe noire descendait. Elle était nue jusqu'à la taille, avec des seins un tout petit peu, pas avachis, mais enfin pas des seins de jeune fille. Et elle revêtait une robe en rouge. Et elle passait du noir au rouge. Et du noir de l'ennui, avec un mari qui était mort depuis longtemps, mais qui était mort bien avant d'être mort. Voilà, le pauvre Edmond, l'incompétent Edmond, voilà, qui faisait qu'elle était mère, femme, mais qu'elle n'avait pas encore été jeune fille, et elle le devient à 85 ans, grâce à l'homme aux 1000 cache-cols. Mais vous me disiez tout à l'heure que dans les maisons de retraite, aujourd'hui, on essaie d'interdire les histoires d'amour. C'est pour ça qu'il y avait un travail presque, comment dire, combattant et même sociologique à mener dans ces lieux-là, et il m'arrive d'y aller encore. Et pourquoi le 3e volume de la trilogie, alors, la petite le 3e livre, oui. Ben, c'est la petite au tournesol. Et là encore, un sujet un peu tabou qui n'était pas facile à aborder parce qu'on commençait déjà à parler des prédateurs sexuels et que la sexualité des enfants est également un sujet tabou. Mais elle existe aussi. Enfin, tout le monde a lu Freud aujourd'hui quand même. La sensualité et la sexualité des enfants existent. Et on n'en parle plus parce qu'on l'a associé à des choses épouvantables. Mais je raconte donc dans La petite au tournesol une histoire d'amour entre une petite fille de 6 ans et un petit garçon de 7 ans. Voilà. Une histoire d'amour. Où tous les jeux enfantins sont des prétextes à se toucher, à s'aimer, à s'embrasser, etc. Voilà. Sont toutes en quelque sorte des postures amoureuses. Et à travers cette trilogie, mais à travers aussi bien d'autres livres, comme vous le voyez, je ne déteste pas aller vers les sujets qui dérangent, parce que je me dis, et là peut-être, je me rapproche aussi un peu de Colette, je pense au Blé en herbe en particulier, je pense que c'est à nous autres écrivains de faire ce travail, d'aller vers nos zones d'ombre, d'aller vers les sujets que la société cache. La vieillesse elle-même étant cachée d'ailleurs, hein, parce que les EHPAD, ils sont bien faits aussi pour ça, c'est-à-dire mettre de côté toutes les vieilles personnes, qu'on les voit le moins possible, et en plus on les traite mal. On l'a appris très récemment, on le savait, mais la vieillesse est une forme, dans la société où nous sommes, d'inconvenance. Et une société qui n'a pas le sens de la beauté et du respect de ces vieilles personnes est une société qui va très mal. Maintenant, parmi ces vieilles personnes, il y en a qui ne veulent pas aller non plus jusqu'au bout de la vieillesse. Et ça, c'est encore un autre sujet. Alors, il y a un livre de vous qui est un récit, cette fois, qui n'est pas sorti en 2009 et que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Au pays des vermeils ». Alors là, c'est une autre posture. Parce qu'au fond, je vais vous avouer quelque chose. J'ai compris seulement à la présentation de Frédéric tout à l'heure que le mot décliner, c'était décliner au sens de vieillir. Moi, j'étais venue en me disant on va décliner les livres les uns derrière les autres. Alors j'aimerais savoir, à main levée, ceux qui ont pensé décliner au sens de la déclinaison. À main levée, s'il vous plaît. Ah bah très bien. Vous voyez, Frédéric, c'était ambigu. Mais je jouerai de cette ambiguïté. Ouais. Bref, on va parler du déclinement, mais de la déclinaison. On va parler des deux. Bon, mais effectivement, le pays des merveilles, des vermeils, pas des merveilles, ça a déjà été fait, mais des vermeils, c'est-à-dire cartes vermeilles, etc. Hein. Et au fond, c'est une autre couleur, c'est la couleur vermeille. La trilogie est devenue une tétralogie. Et cette tétralogie, elle a été permise par la naissance de ma première petite fille. Et là, j'ai découvert quelque chose d'assez extraordinaire sur la grand-maternité. Contrairement à ce que tout le monde dit,
assez superficiellement. Ah, c'est merveilleux d'être grand-mère ou grand-père parce que au fond, on a tous les avantages et pas les inconvénients. Et puis, on n'est pas obligé d'élever ses enfants, etc. Ça, c'est l'explication, je crois, la plus évidente. Elle existe aussi, hein. Mais j'ai découvert à travers l'écriture de ce livre que, en quelque sorte, par une boucle de la connaissance, que devenir grand-mère, c'était une manière de revivre, peut-être, à travers l'enfant qui naît, tout ce qu'on a oublié de soi-même. Les premières pleurs, les premiers pas, les premiers rires, les premiers mots prononcés. En a-t-on le souvenir? Absolument pas. Et quand je parlais de boucle de la connaissance, ça me permet d'arriver effectivement à la petite au tournesol, qui, tout enfant qu'elle est la seule de la famille de Marthe, devenue Coquelicot, et qui brûle avec Rossini. C'est la seule à comprendre, contrairement à ses propres parents, que sa grand-mère est amoureuse et à l'admettre. Et l'année qui suit, l'été qui suit, cette découverte magnifique pour cette petite fille, elle veut vivre elle-même une histoire d'amour. Et cette histoire d'amour, elle a lieu dans le midi, dans le soleil du ravissement et de l'émerveillement. Et là, elle y croit. Et là, c'est très étrange parce que beaucoup de lettres d'hommes que j'ai reçues à ce moment-là. Plus que de femmes. Plus que de femmes, alors que d'habitude, c'est plutôt vous, mesdames, qui m'écrivez. J'y réponds toujours d'ailleurs, me disant, en fait, je n'ai jamais oublié la petite fille que j'ai aimée en classe maternelle. Je vois encore ses nattes, sa robe bleue, ses chaussettes blanches, ses yeux bleus. J'ai cherché, en fait, dans toutes les femmes, cette première petite fille que j'ai aimée. Voilà. C'est extraordinaire quand même. Mais c'est une expérience philosophique pour moi que d'être grand-mère, parce que c'est nous qui tenons l'horloge du temps d'une certaine manière et qui sommes dans presque le devoir vis-à-vis de ces enfants qui grandissent, de les situer justement par rapport à la famille, par rapport au monde dans lequel elles sont, etc. Donc ça nous oblige à être philosophes, d'être grands-parents. Et comme je le suis volontiers, je me suis bien régalée. Et c'est un livre qu'on devrait glisser dans toutes les poches des futurs grands-parents. Il y en a qui attendent des enfants, là, des grands petits. Non. Ah non, c'est fini. Dans Pays des Vermeils, ce qui est intéressant aussi, c'est la position de la narratrice, parce qu'en même temps, elle devient grand-mère, donc il y a toute cette réflexion que vous venez de dire sur la petite fille qui s'éveille à la vie et la grand-mère qui retrouve tout ça, mais en même temps, sa propre mère a décidé de prendre congé de la vie. Oui, et d'ailleurs, la Pays des Vermeils, je l'adresse à ma mère. Parce qu'il me semblait que c'était à elle que je devais adresser ce livre. Pour plusieurs raisons. C'est qu'elle était sage-femme. Qu'un enfant à naître, ça la concernait un petit peu. Alors oui, on arrive à un livre autrement plus difficile, qui est La dernière leçon, dont certains ont peut-être lu le texte. S'ils ne l'ont pas lu, c'est le moment, parce que vraiment, en plus, c'est en situation, même si c'est un livre un peu ancien. C'est un livre qui est lié à votre mère. Qui a 22 ans maintenant. Oui. Et il se trouve que mes parents, vous ne le savez peut-être pas, Josiane, mon père et ma mère sont les pionniers d'une association qui s'appelle l'ADMD, l'association. Je savais qu'ils étaient, mais je ne savais pas qu'ils l'avaient. Ils étaient une dizaine à l'époque. Oui. Ils étaient une dizaine, avec quelques médecins aussi. Et aujourd'hui, l'association a 76 000 adhérents. Et ma mère, très active dans cette association, nous avait parlé depuis des dizaines d'années déjà de son désir de partir à son heure, de choisir son moment. Voilà. Donc, elle penserait le moment venu, comme peut imaginer une sage-femme qui pense le moment venu pour un enfant de naître. C'est la même chose. Et
on n'osait pas trop l'entendre parler de ça. Oui, on n'avait pas un certain goût de cette prémonition. Et puis un jour, le temps passant, le moment est arrivé. Ma mère avait 91 ans. Elle avait été sage-femme en libéral. Elle avait mis au monde 4 enfants pendant la guerre. Elle était non pas malade au sens qu'elle aurait pu rester encore 2 ou 3 ans, mais elle était épuisée. Elle était au bout de son énergie. Et la chose qui la révoltait le plus, qui l'inquiétait le plus, c'était qu'elle puisse un jour peser sur nos vies, nous, ses enfants, et peser sur la société. Mais moi aussi, ce qui m'a beaucoup fascinée dans ce qu'elle est, c'est qu'elle, sans le dire vraiment, elle montre très bien qu'elle sait que si on attend trop, ensuite on n'est plus en état de décider. C'était bien son problème. Vous le savez, on en parle de cette loi, mon Dieu, mais je vais vous dire comment je suis rentrée un peu en militantisme, du coup, au-delà de l'écrivain que je suis. C'est que, effectivement, ce dont elle avait peur, c'est de ne plus avoir la force de partir par ses propres moyens, puisque partir en étant aidée, elle ne pouvait pas. Et moi, d'ailleurs, si je me bats aujourd'hui, c'est pour permettre à de très, très, très vieilles personnes qui attendent la mort, qui n'en peuvent plus de l'attendre, qui veulent partir, de partir entourées de ses enfants, comme j'aurais voulu le faire avec ma mère. Comme vous le dites très bien dans le livre, il y a beaucoup de strates. Par exemple, à un moment, on vous renvoie aussi à un autre deuil qui a été la mort de l'homme que vous aimiez, qui partageait votre vie. Et vous dites, mais c'est très différent parce que lui, il était tellement malade, il souffrait tellement que la mort était une sorte de délivrance. C'est pas la même chose. Mais pour ma mère aussi, c'était une délivrance. Quand elle s'est dit qu'elle allait porter des couches, elle a dit non. Mais vous avez eu du mal à le mettre, parce que dès le début du livre, vous dites, je n'étais pas préparée à cette phrase. Non, c'est pas tout à fait pareil, bien sûr. C'est pour ça que vous montrez la complexité de la chose qui m'intéresse beaucoup dans ce livre. Vous montrez que ça n'est pas simple. Mais bien sûr, ce n'est pas simple. D'accompagner, d'adhérer. Et je vais vous dire comment ça s'est fait, ce livre, parce que je n'aurais jamais écrit sans l'accompagnement de ma mère, sans sa leçon, sans sa dernière leçon. C'est-à-dire que, imaginez, le jour anniversaire de ma mère, elle a 91 ans, elle souffle ses 91 bougies, enfin c'est 9 et 1 bougie. Nous sommes là, tous ses enfants et proches autour d'elle, et là, elle se lève et elle dit, mes enfants, je vous en ai parlé depuis très longtemps, le moment est arrivé. D'ailleurs, je sentais que ça serait ce jour-là, je sentais à beaucoup de choses. Et elle nous dit, eh bien, ce sera le 17 octobre. C'est-à-dire le lendemain de votre anniversaire, ce qui était quand même pas... Parce que c'est demain. Il ne faut pas fêter les anniversaires avant, mais quand même, comme Noël Châtelet en parle beaucoup, c'est demain. C'est demain, le 16 octobre. Et là, alors que nous étions d'accord sur le principe, on en avait parlé beaucoup ensemble, nous étions absolument d'accord sur la liberté qu'avait ma mère de partir quand elle le voudrait. Mais entre l'accord de principe et la réalité d'une date qui tombe comme ça, on peut dire, et on est dans le couloir de la mort, quoi. Voilà. Donc on s'est tous, on peut dire, insurgés. Et ma mère a eu un malaise, on l'a conduite dans sa chambre. J'ai espéré à ce moment-là que ce soit à ce moment-là qu'elle puisse partir. Parce qu'on était tous là. Et elle était très pâle. Et 2 larmes ont coulé sur ses joues. Elle a pris ma main et elle m'a dit, « Vous ne me comprenez pas, il va falloir m'aider maintenant. » Et moi, la petite dernière, sans doute la plus fusionnelle avec elle de tous les autres enfants, je dois le dire, l'a pas voulu. Donc la plus aimée, eh bien, je me suis dit, le lien que nous avons eu, elle et moi, depuis toujours, la complicité dans laquelle on a vécu, à la fois dans nos histoires, nos aventures, etc., mais aussi intellectuellement, n'aurait pas de sens si je ne l'accompagnais pas dans ce dernier moment de vie. Et simplement, je lui ai dit que j'avais peur. Et je lui ai demandé si elle pouvait repousser un tout petit peu la date, ce qu'elle a fait. Nous avions donc 3 mois pour nous préparer. Et ma mère m'a prise par la main et m'a appris la mort.
Elle m'a appris sa mort, mais elle m'a appris la mort. Et elle me l'a appris avec un talent et une originalité extrême, puisque sans morbidité, toujours avec une espèce de distance et de plénitude et de sérénité qui, moi, m'époustouflait. Et le jour J, étant à peu près 15 jours avant ce jour J, elle me dit, je ne sais pas si vous avez lu le livre, vous devez vous souvenir de cette fameuse scène de la chemise de nuit. Elle me dit, tu sais ma chérie, des chemises de nuit, j'en ai beaucoup, je les aime beaucoup, mais ma préférée c'est celle qui est dans la salle de bain, va la chercher. Alors je vais chercher la chemise de nuit dans la salle de bain, je la ramène, et elle me dit, retourne là. Je retourne la chemise de nuit, elle me dit, tu vois, elle est toute rapiécée. Oh, ça la fout mal, non, si on me trouve dans une chemise de nuit toute rapiécée. Et là, on a été prises, elle et moi, d'un rire absolument fou, mais qui a duré au moins un quart d'heure. On se tenait les côtes. Et après le rire, j'ai dit à ma mère, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de me faire faire là? Tu es en train de nous faire rire à propos de ta mort qui va arriver, là très vite, je le sais, dans les jours qui viennent. Maman, mais c'est important, il faut que je l'écrive. Elle me dit, tu penses que ce serait utile? Je dis, mais oui, utile, bien sûr, pour tous ceux ou celles qui n'ont pas, comme moi, la chance d'avoir une mère sage-femme et militante, et si, comment dire, sereine, de regarder la mort et de la choisir. Elle m'a dit, alors écris-la. Écris-le, écris ce livre, je serai avec toi. Et vraiment, ce livre, j'ai l'impression de l'avoir écrit à 4 mains. Mais ce que tu disais de la violence, elle a été là quand même. C'est-à-dire que tout c'est pas. Je veux dire, je suis pas partie comme ça avec le rire dès le début. Il y a toute une part de moi qui, au début, résistait. Se révolte même, oui. Bien sûr. Mais je suis partie par tous les sentiments que certains d'entre vous éprouvent en écoutant ce que je vous raconte, forcément. La révolte. Mais on ne peut pas faire ça à ses enfants. Enfin, des choses comme ça. Voilà. Et puis, petit à petit, elle me faisait tourner les pages d'un livre, d'une certaine façon, qui était le livre de la mort. Vous parlez de sa mort. De banalisation de la mort. Il y a ce mot à un moment dans le... Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup, et que je trouve tellement juste, c'est la difficulté avec les principes, c'est leur pertinence pour soi-même. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et au fond, je me souviens d'ailleurs qu'en parlant de cette mort, elle avait souvent un vocabulaire de sage-femme, un vocabulaire d'obstétrique. Elle essayait au fond peut-être de mettre au monde une petite fille un peu moins effrayée de la mort, au fond. Et elle le faisait en me faisant un travail, comme dans les accouchements, douloureux, comme dans les accouchements, mais nécessaire pour faire naître cette petite fille. Et aujourd'hui, elle est née, cette petite fille, elle est devant vous. Et 25 ans après, elle est plus que jamais convaincue du droit qu'avait ma mère de s'auto-délivrer. Délivrance, vocabulaire obstétrique. De s'auto-délivrer pour ne pas peser sur nous. Et autour de moi, Josiane, combien d'amis, femmes, hommes, sont désespérés devant des parents qui ne les reconnaissent plus, devant des parents qui sont obligés de se soigner comme des bébés. Voilà. Et ça, elle ne voulait pas. Mais moi, je l'aurais volontiers fait. Je me vois tout à fait accompagner ma mère jusqu'à la fin. Je ne trouvais pas personnellement que c'était pas immoral, quoi. Voilà. Oui. Mais je trouvais qu'on devait lui laisser à elle la liberté de dire c'est le moment. Et comme tu le disais tout à fait justement tout à l'heure, c'est le moment parce que comme personne ne m'aidera,
il faut que j'ai encore la force physique et psychique d'écraser mes cachets, mes 60 cachets, dans le mortier africain qui est sur la table. Et pendant qu'elle écrasait ses cachets, le jour même de sa mort, elle m'a téléphoné plusieurs fois. Et elle me disait qu'elle était en paix. Et c'est comme si je les entendais, ces cachets qui s'écrasaient. Et le soir, quand le geste a été fait et qu'on s'est dit au revoir une dernière fois au téléphone, d'ailleurs j'ai gardé ce téléphone comme si c'est un truc d'enfant, ça, comme si sa voix était encore dans l'appareil. Et le soir, j'étais tranquille. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'a fait cette sage-femme de si original, c'est de me faire le deuil d'elle avant sa mort. Quand je lui apportais des fleurs, quand je lui apportais du saumon, elle disait « Ah, pas très bon pour mon cœur ». Et puis à ce moment-là, elle pouffait de rire, évidemment, parce que son cœur, elle allait elle-même l'arrêter. Quand je la couvrais de cadeaux et de baisers, elle disait « Voilà, c'est comme ça ». Elle me faisait faire avant ce que d'habitude on fait après, y compris d'envoyer des lettres à ses amis pour leur annoncer sa mort, que j'ai rédigées avec elle, dont j'ai rédigé les enveloppes. Ben, tout ça désamorçait en effet le tragique et rendait la mort tout à coup extraordinairement, je dirais pas douce, mais naturelle. Très, très étrange expérience. Et le livre, donc, je l'écris, il sort, et le succès est absolument énorme. Et je ne le dis pas du tout par narcissisme, du tout. C'est qu'il touche au cœur plein de gens interdits de parler de la mort aussi. Sujet tabou, également. Et les lettres affluent, des centaines. J'ai répondu à toutes ces lettres pendant les 2 ans qui ont suivi la mort de ma mère. Mais dans la plupart de ces lettres, il y avait cette phrase lancinante qui me désespérait. Votre mère, elle était sage-femme, elle a su comment faire. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On se pend à la poutre du plafond, on se jette dans la rivière avec des pierres dans les poches. Madame, je vous en supplie, donnez-moi la recette de votre mère. Ça me glace de penser encore à ces lettres. Et c'est à partir de là que, reprenant le flambeau de ma mère, je suis entrée dans cette association et que j'y suis toujours et que j'y milite à ma façon, sans sectarisme, vraiment, parce que je pense que la mort appartient à chacun d'entre nous, mais avec l'idée que chacun doit pouvoir la choisir sans et y être aidé surtout, parce que au fond le regret de ma vie, c'est de ne pas avoir été là à côté de ma mère et de ne pas avoir posé sur son front le baiser de l'adieu. On était interdit d'être près d'elle. J'aurais été arrêté pour non-assistance à personne en danger, mais aujourd'hui, je le ferai. Mais sans parler de ce que vous disiez dans les lettres qui parlaient du côté pratique, j'allais dire, de la chose, même si c'est terrible de dire ce mot-là, est-ce que vous pensez que le fait que votre mère ait été sage-femme, c'est-à-dire qu'elle ait donné la vie, a fait accueillir des enfants dans la vie, l'a aidée à l'autre bout du chemin? Ah ben pour elle, c'était un seul et même geste. Entrer dans la vie et partir de la vie. Elle disait, c'est dans l'ordre des choses, ma chérie. Voilà. Donc, c'était un acte presque aussi heureux que la naissance, d'une certaine façon. Mais difficile, parce qu'elle était seule. Et on ne naît pas seul. Elle est morte seule. Et j'y pense aujourd'hui avec tristesse. C'est la seule tristesse que j'ai gardée de cette mort-là. Et des années après, quand l'idée d'un film est venue, parce que, en fait, c'est venu très tôt, mais j'étais pas prête, et mes frères et sœurs non plus n'étaient pas prêts. Et c'est important d'avoir leur accord, parce qu'au fond, dans cette histoire, il y a 4 enfants, donc 4 mères, et 4 manières d'avoir vécu cette histoire. Et ce n'était pas parce que j'étais l'écrivain de service que j'allais m'emparer de l'histoire de mes frères et sœurs. Et justement, est-ce qu'il y a une différence entre les frères et les sœurs, c'est-à-dire entre les garçons et les filles, dans la manière de voir? Alors, je résumerai de
d'une phrase, la seule que je peux prononcer. Regardez à qui est dédié ce livre. À ma sœur. Pas à votre frère. Voilà. Non, c'est-à-dire que je pense que les femmes, mieux que les hommes, sont capables de vivre une chose comme celle-là, qui paraît impossible, justement parce qu'elles mettent au monde des enfants. Et moi, je pense que c'est très compliqué entre hommes et femmes de parler de la mort. On ne parle pas de la même chose quand on mais on ne parle pas assez de la mort. C'est bien ça le problème. Il y a des tas de civilisations où la mort est là, présente, des civilisations qu'on dit d'ailleurs beaucoup moins avancées que la nôtre, elles sont bien plus avancées que la nôtre, parce que sur ce sujet absolument énorme, universel, qui est celui de notre mort à chacun de nous et à tous, on n'est pas capable de parler entre nous. C'est assez fou quand même. Il faut qu'on fasse attention, parce que il faut qu'on passe à d'autres choses. On parle du dernier livre. Laisse ta main. Mais avant ça, il y a une phrase que j'aime vraiment aussi beaucoup dans la dernière leçon, c'est « Il faut parfois aimer très fort la vie pour préférer la mort ». Et je pense que c'est ça la leçon. Elle me guide aujourd'hui. Elle me guide aujourd'hui. Et on parlait de la vieillesse tout à l'heure. Comment dire ? Vieillir, ce n'est pas mourir. Et mon grand argument par rapport aux politiques, en ce moment, c'est de dire, et je leur ai dit, répété, à tous, Hollande, Macron, etc. Je fais le boulot, je fais le boulot. Je leur ai dit, mais donner le droit de mourir ne fait pas mourir. Je dis même, donner le droit de mourir, paradoxe, aide beaucoup, beaucoup de gens à vieillir. Sachant qu'au bon moment, s'ils le veulent, si leurs enfants sont d'accord, si leurs proches le veulent aussi, ils pourront partir. Oui. Mais on va arrêter ce sujet parce que là, je peux parler des heures. Mais justement, vous vous adressez qu'à des hommes politiques. C'est des hommes et ils n'ont pas la même vision que les femmes. Non. Alors, oui, alors laisse courir ta main quand même. Ce livre a été sacrifié, on ne va pas le sacrifier ici. Donc, le dernier, vous voulez dire ? Alors, laisse courir ta main, c'est l'histoire d'une femme qui dialogue avec une autre femme qui est la même. Et c'est pas une femme, c'est moi. Ben oui, je sais, c'est deux femmes. C'est deux femmes. Oui, voilà. C'est deux morceaux d'une femme. C'est une qui juge l'autre, qui réfléchit, qui la fait réagir. Alors, un dialogue entre moi et moi. Oui. Alors, le premier moi, si on peut dire, dépose une main courante. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une main courante ? Une main courante, c'est d'abord un terme juridique. J'ai posé une main courante contre X en écrivant ce livre, en me parlant à moi-même. Ça va, vous suivez à peu près ? Non, c'est très compliqué. Parce que ce qu'il faut savoir... Mais pourquoi j'ai posé une main courante ? Parce que j'avais écrit une pièce de théâtre qui revenait sur ces métamorphoses du corps. Et que cette pièce, j'avais tenté de la monter pendant 4 ans, qu'elle avait failli se monter, puis qu'à chaque fois, j'avançais d'un pas, je reculais de 2. J'avançais d'un pas, je reculais de 2. Et à force d'avancer et de reculer, je n'ai plus marché du tout. Je me suis arrêtée de marcher. J'ai failli passer sur la table d'opération. Donc il y a un des 2 mois qui est dans le lit. 4 mois. 4 mois. Non, mais moi, MOI. Un des deux mois est dans le lit. Et non, il n'y en avait pas 4, parce que là, j'aurais eu du mal à m'en sortir avec 4 de moi-même. Mais ça, c'est vrai qu'on se parle à soi-même. On est en constante conversation avec soi-même. On est en débat intérieur permanent. Nous sommes plusieurs. Oui, mais là, il est interactif, il est dynamique. Celui-là, alors l'autre, moi, elle dit, bon, tu poses une main courante contre X, c'est qui ce X ? On le verra. D'ailleurs, on le comprend à la fin que ce X, c'est moi-même. C'est moi-même. Parce qu'au fond, je repasse par tout le travail que j'ai fait autour du corps depuis ma thèse. C'est ça, vous partez à la thèse sur le corps. Sur le corps, sur la nourriture. Et puis, il y a quelque chose qui domine, c'est cette idée que les mots du corps et les mots de l'âme, c'est un duo perpétuel. Alors là, merci maman, c'est encore elle, c'est encore elle, le fondement du livre. C'est que jusqu'à ce que je sois en pension, malheureusement, j'ai vécu dans un lieu où mon père s'occupait d'enfants caractériels et ma mère avait renoncé à son métier de sage-femme pour suivre mon père, par amour. Et elle était infirmière dans ce centre. Et moi, j'allais
dans une petite école, dans la ferme école, là où on était une dizaine seulement, et j'allais faire mes devoirs dans l'infirmerie de ma mère. Et je voyais défiler là des tas de mômes, adolescents, etc. Mais c'était des adolescents, en fait. Ils avaient entre 15 et 17 ans. Qui venaient se faire soigner pour un bobo du genou, de la tête, etc. Et j'écoutais. Ma mère me faisait sortir quand c'était des choses un peu trop intimes, mais j'écoutais. Et qu'est-ce que j'ai compris à l'âge de 7 ans? Que les mots du corps sont aussi, et peut-être parfois davantage, des mots de l'âme. Et je suis partie dans ce travail sur le corps parlant, le corps comme lieu de langage, je crois, à l'âge de 7 ans. Qu'est-ce qu'ils venaient chercher auprès de cette femme, leur mère, une mère, quelqu'un qui pose la main sur leurs cheveux, qui leur disent des paroles consolatoires, etc. Et je n'ai pas quitté cette idée que le corps parle, que c'est un langage très fort. Et j'ai même développé après à l'université un cours en linguistique qui s'appelait « Les langages du corps dans le rapport à la nourriture, l'esthétique et la maladie ». Et par rapport à la maladie, j'aurais peut-être juste une chose à dire, c'est que, influencé par un contemporain de Freud qui s'appelle Georges Grodek, et qui est au fond le fondateur de la psychosomatique, Grodek voyait la maladie comme un moment riche d'interrogation sur soi. Bien sûr, il la voyait comme une maladie, comme toute maladie, etc. Mais il disait, ce moment où on théâtralise avec son corps quelque chose qui est de l'ordre du corps est aussi de l'ordre de l'âme. Et qu'il y a un gain à être malade, parce que être malade, c'est écouter ce langage inconnu et mystérieux de l'âme, qui n'a parfois que le corps pour parler, et parfois que la maladie pour dire sa douleur, sa souffrance, son mal-être. Donc, je suis habitée par cette idée. Là, on pourrait en parler aussi des heures. On va en parler, on a encore du temps. Non, on n'a pas le temps. Mais on a encore du temps, parce que ce livre, c'est quand même une revisitation de tout votre parcours. Et à un moment, vous dites que vous avez toujours eu la tentation de vous heurter à l'incompréhensible. Alors ça m'a beaucoup plu. Mais oui, mais ce qui est évident dans ce livre, et ce qu'elle me dit, l'autre, qui ne me fait pas de cadeau, hein, c'est pas un livre narcissique. Hein, du tout. Pas vraiment, non. Hein, elle me dit, bon, dis donc, tu crois pas que tu vis un peu au-dessus de tes moyens? Ouais. Elle me le dit et c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que j'ai pu, je suis allée vers des sujets aussi difficiles, aussi rébarbatifs, qui me faisaient peur, dont j'avais peur de ne pas parvenir à aller jusqu'au bout aussi, etc. Et je me suis rendu compte, en m'expliquant avec l'autre, qu'au fond, la peur, et je crois qu'elle touche tous les écrivains, tous les créateurs, cette peur de ne pas y arriver, de ne pas arriver à faire ce qu'on a envie de faire. Et bien cette peur, elle est à la fois mon effroi, effectivement, ma gêne, mais elle est aussi mon moteur. C'est la peur qui me fait avancer. Et une peur dont je me dis qu'elle doit avoir quelque chose d'universel aussi. Et au fond, à travers tous mes livres, et ça, je ne peux pas séparer l'enseignante que j'ai été de l'écrivain, c'est que je crois que la littérature, l'écriture est le lieu royal de la connaissance. Voilà. Et qu'à travers l'écriture, on arrive à dire et à aller jusqu'au bout de sujets extrêmement difficiles parce que c'est un mode de dire qui est davantage, qui s'adresse davantage à l'émotion qu'à la raison du lecteur, à sa sensibilité. Éprouver pour prouver, et faire éprouver pour prouver. C'est pour ça que j'ai écrit la dernière leçon. Je n'ai pas écrit la dernière leçon pour faire le deuil de ma mère, puisque je l'avais fait. Pourquoi est-ce que je me suis obligée à revivre tout ça dans ce livre, la dernière leçon?
c'est pour partager cette leçon. Transmettre aussi, c'est pour transmettre. Mais complètement. Oui. Mais tous mes livres sont destinés à ça. Dans le livre, peut-être moins le dernier, en effet. À celle qui vous attaque, dans le livre, vous montrez très bien comment, alors que vous êtes philosophe, tout d'un coup, la fiction s'impose aussi. La fiction arrive dans votre vie. Mais bien sûr, parce que la fiction, elle développe, elle va au-delà de la raison. Et je m'en suis rendu compte au moment où, après avoir écrit ma thèse sur la nourriture, le corps à corps culinaire, j'ai développé 10 ans après, j'ai repris toutes les thématiques de ce texte, dans lequel il y avait aussi les maladies liées à l'anorexie, la boulimie, etc., toutes les déviations liées à l'alimentation. D'abord, on m'a raconté des histoires dans lesquelles on me disait « tu as raison, la nourriture c'est bien plus que se nourrir ». C'est quelque chose qui a à voir avec l'affect, avec la mort, avec la sexualité, avec l'organique, etc. C'est très très important, c'est un sujet extrême. Et me sont venues des histoires que j'ai racontées sous la forme de nouvelles, oui. Où je reprenais... Sur beaucoup de déviance alimentaire, en fait, dans ces nouvelles. En particulier sur l'anorexie et la boulimie, qui sont 2 nouvelles très importantes de ce recueil de nouvelles qui s'appellera « Histoire de bouche ». Et donc, j'ai pris conscience alors, en incarnant les thèmes que je développais d'une manière calme, raisonnable, sereine, didactique dans ma thèse, comme on se doit de faire dans une thèse, qu'en les incarnant à travers des personnages, en faisant, au fond, aussi, comme Grodeck dit, une théâtralisation, une mise en scène, eh bien... je convainquais beaucoup plus les gens de tout ce que j'avais dit dans l'essai, dans le corps à corps culinaire. Et je me suis dit, là, je ne quitterai plus jamais. J'irai de temps en temps vers l'essai parce que ça m'intéresse, puis il y a des sujets qui ne peuvent pas passer par l'incarnation. Mais autant que je pourrais, j'incarnerai mes thématiques. Et pas nécessairement dans la fiction, ça peut être un récit. Tu vois, la dernière leçon, c'est pas une fiction. Oui, c'est roman, récit, conte, nouvelle. Il y a 1000 manières d'aborder un sujet. Et la grande difficulté, et tous les écrivains le savent, c'est de savoir de quel point de vue on va se mettre pour écrire un livre. Qu'est-ce qu'on va choisir comme mode d'écriture? Ce mode d'écriture, il est essentiel. Et si on ne choisit pas le bon, on peut se casser la figure. Et là, vous avez choisi dans Laisse courir ta main un mode assez difficile, c'est le dialogue. Ben, le dialogue, je l'ai choisi parce que cette pièce dont je parlais tout à l'heure et qui ne s'est pas montée, elle s'appelle Soumera Mero, je suis, j'étais, je serai, et elle met en scène en fait 3 femmes sur scène, dont l'une a 15 ans, l'autre 50 ans, la troisième 90 ans, et qui sont une seule et même femme. Et je me suis dit, vous n'avez pas voulu de ma version courte, vous aurez la version longue. Je me suis guérie grâce à cette écriture. Je me suis guérie, j'ai remarché, non pas parce qu'on m'a fait un corset, etc., etc. J'ai remarché parce que j'ai écrit « Laisse courir ta main », comme si la main avait pris le relais de la jambe. Voilà. Ah oui. Eh ben, si le corps ne parle pas dans tout ça... Alors, je suis sûre qu'il y a des questions, donc je vais laisser un tout petit peu de temps, mais je voudrais quand même que vous parliez de quelqu'un qui apparaît de manière très belle dans ce livre et dont on n'a pas beaucoup parlé, puisqu'on a beaucoup parlé de votre mère, c'est le père. Il est dans ce livre, le père. Bah, il va arriver bientôt. Mais il est là dans le livre, il est dans il y est, oui, il y est. Il y a un très beau portrait de lui quand même. Il y est parce que mon père est un homme du siècle d'avant. Vous vous rendez compte? Il est né en 1899. Et il écrivait magnifiquement. Et il a eu la générosité, l'amour, de m'écrire chaque semaine pendant les 8 ans que j'ai passé en pension, faute d'avoir un lycée sur pied. C'est pour ça que je disais qu'il était très beau dans ce livre. Il y a tout ça. Et ma mère a gardé 2-3 lettres, c'est tout. Elle me les a données avant de partir, comme elle m'a donné mes tresses qu'on avait coupées avec un ruban bleu. J'ai dit à mes étudiants dans les ateliers d'écriture que j'ai menés dans les 10 dernières années à Paris 5,
je les ai suppliés de garder leurs lettres, de garder leurs écrits d'enfants, de garder tout ça, de garder cette mémoire d'eux-mêmes. Vous vous rendez compte, j'aurais gardé cette correspondance de mon père et de moi, parce que je répondais. Je me serais suivie de l'âge de 10 ans à 18 ans. Mais je pleure sur ces lettres disparues. Je pleure sur ces lettres disparues. Et ce père, il savait faire ça, puis il savait aussi faire quelque chose d'assez extraordinaire. C'était un merveilleux éducateur.